Bonjour et bienvenue dans l'émission que l'on s'accorde pour une vie de plus en plus élégante. Aujourd'hui, nous parlerons de politesse et d'élégance codifiée, d'exactitude, de prise de décision, d'être à l'aise dans le faire comme dans le non-faire, d'impermanence et de confiance en cela, d'excellence, de souplesse et d'agilité d'esprit. Intriguant, ne trouvez-vous pas ? Notre société a toujours été très radicale dans ses points de vue sur les bonnes manières, la politesse, la préséance et aussi sur l'élégance en général. Soit tout cela est beaucoup trop rigide et donc intenable sur le long terme, soit tout cela n'est qu'une façon de représenter pompeusement les classes supérieures et donc de scinder un peu plus les hommes entre eux, soit au contraire, tous ces codes sont à respecter scrupuleusement pour que vous soyez considéré comme quelqu'un de haute valeur, quitte à compromettre certains de vos traits de personnalité. Eh bien, vous vous attendez évidemment à ce que je vais dire. Non, mes bons amis, ce n'est pas le cas. Ce genre de pensée extrême, qu'elle soit pour ou contre les bonnes manières, reste une pensée extrême. Et vous savez ce qui se passe quand l'une de vos pensées extrêmes est furieusement remise en question ? Eh bien, vous basculez dans l'autre extrême, tout simplement. Et pourquoi votre pensée serait-elle remise en question ? Parce que tous les êtres humains de cette planète remettent absolument toutes les pensées de tout le monde en question, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, extrêmes ou équilibrées, pleines de bon sens ou à l'inverse, très stupides. Vérifiable et valable dans toutes les situations du quotidien. Voilà, merci pour votre attention, vous avez compris l'essence de la nature humaine et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Désolée, je suis motivée aujourd'hui, vraiment, je suis très contente de vous retrouver. J'ai frôlé la dispute avec mon mari ce matin et me voilà en train d'enregistrer mon émission. Il m'a stimulée. Mais bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il était l'heure pour lui de partir en rendez-vous professionnel. Donc là maintenant, tout le monde est content. Donc, plus sérieusement mes très chers, nous allons discuter plus amplement de l'esprit élégant aujourd'hui et de ce que l'humain en pense. Comme vous le savez déjà, parce qu'on l'a déjà vu ensemble, la politesse est un ensemble de codes qui vise à instaurer un environnement de confiance pour qu'une relation puisse s'épanouir, et aussi que ces codes permettent de ne pas souffrir de la présence des autres. Que c'est un ensemble de codes universels et protecteurs. Ils se traduisent évidemment dans plusieurs cultures, des cultures nationales et sociales aussi, mais ils sont toujours basés sur des principes fondateurs tels que la justice, la justesse, l'équilibre et le respect, par exemple. Donc ces choses ont été expérimentées et remises en question au fil des époques par les différentes sociétés et donc a forcément abouti à quelque chose de très codifié, de très strict finalement. Donc en théorie, sur le principe, oui, c'est rigide. Quand, par exemple, on lit ou qu'on apprend ne pas mettre ses coudes sur la table, arriver 10 minutes en avance, ni plus ni moins, ne pas parler de politique ou de religion, ne pas demander le montant du salaire de quelqu'un, ne pas envoyer de texto avant 9h du matin et après 19h. Ne pas inclure de mots anglais dans son vocabulaire français. Bien utiliser sa fourchette à huîtres pour les huîtres et pas n'importe quel couvert. Enfin, vous voyez toutes ces choses. Quand on apprend ça, on peut d'une part se sentir submergé et donc considérer qu'il est simplement intenable de tout apprendre. Et d'autre part, on peut aussi se demander fondamentalement à quoi ça sert. Et que ceux qui observent toutes ces règles le font pour se donner un genre. Surtout aujourd'hui où l'on a l'impression que notre société part à volo. Bon, là-dessus, je vous rassure, toutes les époques ont l'impression qu'elles sont pires que toutes les autres et que tout sombre dans les ténèbres. Ça, c'est aussi des caractéristiques très humaines. Soit. Donc je disais que certains pensent qu'observer ces règles de bienséance et de politesse ne résulte que d'un souhait de se donner un genre. Parce qu'on est dans une société qui remet tout en question et sur le principe qui ne comprend pas pourquoi on a la volonté de tenir la porte à quelqu'un puisque la personne peut le faire elle-même. Alors qu'en fait, ça s'appelle de la considération pour l'autre. Enfin. Troisième extrême du spectre, pour d'autres personnes, ces codes sont très excitants. Parce que justement, il y en a beaucoup et que c'est quelque chose de différent que ce que la bonne majorité des gens font, en fait. Donc comme c'est différent, c'est aussi attrayant. Donc on se plonge dedans à corps perdu. Et qui dit « j'ai des bonnes manières » dit « je suis quelqu'un de bien ». Faux ! Il existe des crétins bien élevés. Ça existe. Et pire encore, ce genre de façon de penser fait basculer dans un moralisme à la noix.
Bah oui, les bonnes manières, c'est faire les choses bien. Et s'il y a des choses bien, il y a aussi des choses mal, forcément, c'est binaire. Et comme les autres font les choses mal et que moi, je fais les choses bien, bah je vais leur apprendre la vie à ces gens-là. Mais c'est de la générosité surtout, hein. C'est pour eux que je fais ça. J'espère que vous l'aurez remarqué, mais il n'y a rien qui va là-dedans, dans tout ce que je viens de dire. Et en plus, je suis énervée, donc ça n'arrange rien. Attendez, c'est pas fini. 4e extrême du spectre. Est-ce que vous seriez à l'aise sur le fait d'offrir un manuel de bonne manière à quelqu'un ? Franchement. Bah non. Parce que si vous faites ça, ça voudrait dire qu'il manque de bonne manière, que cette personne manque de bonne manière. Et y a-t-il meilleure façon de froisser quelqu'un ? Je ne crois pas. Allez offrir ça à un Français, vous allez voir. Vous n'aurez même pas le temps de finir votre explication que ce bouquin finira enfoncé dans vos côtes tout en humant la bonne terre du jardin. Français égale susceptible, et cette réflexion n'est pas dénuée de sens, comme vous l'avez compris dans la dernière émission. J'exagère un poil, évidemment. Tous les Français ne sont pas comme ça. En fait, ce que j'essaie de vous faire passer comme message, c'est qu'à force d'avoir codifié et recodifié tout cela, l'humain en est devenu esclave. L'humain est un spécialiste pour créer des outils et en devenir esclave. Eh bien, dans le savoir-vivre et les bonnes manières, on est en plein dedans. Et on touche aux relations sociales dans la politesse et les bonnes manières, donc c'est un sujet très sensible, puisque le domaine des relations sociales est le sujet le plus basique et le plus important pour l'être humain, de facto. C'est également pour cela qu'il est aussi véhément sur ce sujet. Et là, je m'inclus dedans, comme vous l'avez compris. Quel dommage. Quel dommage que les bonnes manières et ce qui en découle soient aussi mal pris. Oh, il y a de l'orage derrière moi, je ne sais pas si vous l'avez entendu. Alors, la politesse, les bonnes manières, l'élégance d'esprit, la courtoisie, tous ces sujets sont aux relations sociales ce que la grammaire est à la langue française. Un système de règles codifiées dont on peut établir la structure et la logique de fonctionnement. Et comme on peut infiniment créer des mots et des phrases avec une langue, on peut avoir une infinité de personnalités différentes et singulières tout en étant élégant. Et donc, prendre au pied de la lettre un manuel de politesse, c'est comme si vous lisiez sans fin un livre de grammaire. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de profondeur. La grammaire doit être appliquée à la langue. L'élégance doit être appliquée à la personnalité, à la singularité de chacun. On ne devient pas poète en apprenant un dictionnaire par cœur, flûte à la fin. Je vous adore. Ce n'est pas contre vous que je râle. D'ailleurs, je ne râle pas. J'exprime mon point de vue de manière argumentée et affirmée. Mais vous, mes pauvres qui m'écoutez, ce n'est pas vous que j'accable. D'ailleurs, si cela vous était destiné, vous ne seriez pas en train de m'écouter. Quoi qu'il en soit, je souhaitais lever des doutes. Le cheminement vers l'élégance est long et périlleux. Il met à l'épreuve notre intégrité, nos émotions, nos relations, notre force de caractère, notre vie tout entière. Mais au bout du compte, il révèle une vraie solution pour explorer la complétude des humains que nous sommes. Et je trouve ça merveilleux. Vous voyez, c'est comme mon mari. Il m'énerve, mais je l'aime profondément. Il est merveilleux. Pas ce matin, mais globalement, il est merveilleux. Bon, notre élégance. Notre élégance est non seulement l'incarnation de l'excellence de nous-mêmes, mais elle est aussi un support de communication. Et comme tout support de communication, elle doit, comme un langage, reposer sur un code commun aux différents interlocuteurs. Elle doit trouver son équilibre entre les différentes personnalités. Elle doit apparaître comme unique et liée à la nature affective de la relation qu'on a avec l'autre, vous voyez ? Elle doit apparaître comme spontanée et pas rigide. Et c'est là où est le paradoxe. C'est que comment faire paraître spontané quelque chose qui est codifié et donc que l'on doit apprendre ? Ce n'est pas naturel. Et si ce n'est pas naturel, on peut se dire que ce n'est pas bon. Et là où la plupart des gens s'arrêtent, et donc pensent bêtement ce que je disais tout à l'heure, nous, on va plus loin que ça. On apprend nos cultures, on apprend nos codes, parce qu'on a l'humilité de ne pas prétendre tout savoir et tout connaître sur tout le monde. On apprend notre personnalité, on s'intéresse sincèrement à celle des autres. Et ensuite, fort de tout ça, on expérimente. On fait des erreurs, on apprend, on refait des erreurs et on devient toujours meilleur, encore et encore. On fait confiance à notre humanité, à l'alchimie qu'il y a entre nous et notre interlocuteur. Cette chose divine que de toute façon, nous ne maîtrisons pas. Mais en étant fort de tout ça, de cette curiosité, de cet apprentissage, de ces expérimentations, de ces échecs bénis,
Eh bien, on a une longueur d'avance, mes chers et tendres. On a une longueur d'avance et on met toutes les chances de notre côté pour que les choses se passent de la meilleure manière possible. D'une manière parfois dont nous n'aurions jamais soupçonné la puissance. Et ça, c'est la magie de l'être humain. Imaginez vivre de cette façon jusqu'à la fin de votre vie, mais vous allez exploser tous les compteurs en faisant ça. Quand vous allez passer de l'autre côté, tout le monde va vous applaudir et va vous dire ah ouais, là franchement, là Michel, là t'as fait avancer le bazar là. Non, évidemment je plaisante, mais même pour vous, quelle richesse! Peut-on devenir plus riche que de vivre de cette manière ? Je m'égare complètement, mais ça vient du cœur, c'est sincère. Vous voyez l'effet que mon mari a sur moi ? De l'énergie, c'est de l'énergie. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, on peut toujours en faire quelque chose. Voilà. Bon, revenons à nos moutons. Alors, quoi qu'il en soit, il y a toujours une base de la politesse. Toujours. Puisqu'on voit bien que sans cela, il y a beaucoup de dérives. Il y a une perturbation profonde des rapports sociaux quand quelqu'un ne fait pas du tout preuve d'un minimum de politesse. Vous pouvez me l'accorder quand même. Ce que j'aimerais que l'on retienne ici, c'est que dans notre démarche vers une grande élégance d'esprit, nous devons nous focaliser sur les bons facteurs et ne pas nous arrêter à une vulgaire liste de cases à cocher. Être à l'aise et mettre à l'aise. La vraie politesse, la véritable élégance, c'est celle qui sait se faire oublier en fait. C'est celle qui crée la confiance. C'est celle qui protège les autres. C'est celle qui soutient. C'est celle qui donne envie de donner le meilleur. Oui, c'est puissant. Et non, tout le monde n'est pas prêt. Mais ce qui est sûr, c'est que la direction entamée, cette direction, c'est la bonne. Et vous qui êtes encore là et qui m'avez écouté vociférer de longues minutes, je peux vous le dire, je crois que vous êtes sur la bonne voie. Pour qui est-ce que je me prends pour dire ça ? Pour quelqu'un qui est convaincu dans les profondeurs de son humanité que la volonté d'être à l'aise soi-même et de mettre à l'aise les autres en même temps est une chose bien et bonne pour nous tous. Voilà. Et je souhaitais que vous ayez ces préceptes aujourd'hui parce que je souhaite vous parler de l'exactitude d'un esprit élégant. Et sans tout ce que je viens de vous dire, ce principe d'exactitude n'aurait pas la même couleur. À mon sens, un esprit élégant est non seulement un esprit aligné avec la personne que vous êtes, mais aussi un esprit exact. L'exactitude, mes bons amis. Je trouve que l'exactitude est très satisfaisante. Non seulement elle est satisfaisante, mais elle promet l'harmonie. La baronne Staffeux nous parle de l'exactitude dans l'un de ses ouvrages. L'exactitude, c'est quoi ? L'exactitude, c'est tenir ses promesses, remplir ses engagements, accomplir ses devoirs, faire les choses convenues au temps fixé, ne pas enfreindre les règles que l'on se fixe, remercier et répondre en temps voulu, être prêt à recevoir ses invités à l'heure convenue, prendre toutes ses dispositions, payer ce que l'on doit en temps voulu, c'est connaître la valeur des rendez-vous pris, du temps de l'autre pour nous, c'est ne pas forcer quelqu'un d'autre à attendre inutilement, etc., etc. En fait, ici, il y a une forte notion de responsabilité et d'engagement. L'élégance ne va pas sans la responsabilité et sans l'engagement. Je dirais même que ce que l'on reproche aux gens la plupart du temps, c'est de ne pas être exact. Mais en même temps, quelqu'un de trop exact passe parfois pour quelqu'un de maniaque. Encore une fois, l'exactitude est un sujet controversé parce qu'il peut générer du stress et de la culpabilité. Et je vais vous expliquer pourquoi. Quelqu'un qui essaie de faire entrer l'exactitude dans sa vie va souvent passer par la mauvaise porte. Et la mauvaise porte, c'est « bon, à partir de maintenant, je serai exact. Je serai à l'heure, je répondrai à mes messages tout de suite, je serai prêt à accueillir mes invités à l'heure exacte, et de toute façon, c'est comme ça et c'est pas autrement. » Ça, c'est une très mauvaise porte. Parce que votre point de concentration est le fait même. À savoir, si vous voulez être à l'heure, vous allez vous concentrer sur l'heure dite. Peu importe comment vous allez y arriver, du moment que vous y arrivez. Si vous voulez répondre à vos messages tout de suite, où que vous soyez, quoi que vous soyez en train de faire, vous allez bousculer tout ça pour répondre à votre message, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire ? J'espère que j'arrive à illustrer correctement mes propos. Et il n'y a rien de pire pour échouer. Il n'y a rien de pire pour se rendre compte que finalement, cette manière de faire, ce n'est pas pour nous. Que finalement, nous n'avons jamais été comme ça. Alors à quoi bon ? Vous voyez ? Mais la réalité, c'est que c'est normal ce qui se passe là.
Vous ne pouvez pas bousculer l'immense et magnifique système qu'est votre vie tout entière pour introduire de force un corps étranger dans ce système et faire en sorte que tout tourne autour de ça. Vous voyez ? C'est très déstabilisant et très déséquilibrant. Alors, au lieu d'imposer des gros points comme ça à votre système, vous allez plutôt travailler sur des petits points, des petits pas, que vous parsèmerez dans tout votre système ci et là, pour vous conduire tout naturellement au résultat souhaité. C'est un peu du même ordre d'idée que l'obligation de moyens ou l'obligation de résultat pour les commerciaux qui m'écoutent. Ça touche aussi au domaine de la friction dans les habitudes, dans l'univers du développement personnel, si vous vous y connaissez un petit peu. Soit dit en passant, c'est comme ça pour tous les domaines de la vie, bien entendu. Il ne faut pas s'arrêter au point donné, il ne faut pas s'arrêter aux apparences. Les apparences, c'est déjà obsolète en fait, si vous voulez. L'apparence, c'est la manifestation de quelque chose d'autre. C'est d'un système plus vaste. Et non, tout le monde ne veut pas l'entendre, ça. Même si ça va un peu mieux qu'avant, et merci au contenu de qualité sur les réseaux sociaux, tout le monde est quand même loin d'appliquer ceci. Donc maintenant que vous êtes bien en train de réfléchir à quel domaine de votre vie vous pouvez appliquer ça, revenons à notre exactitude. Je vais vous donner des exemples pour que ce soit plus parlant pour vous. Tenir ses engagements commence par exemple par ne pas s'engager si on n'est pas sûr de pouvoir le tenir. Avant de s'engager, il faut se poser la question de l'impact que ça aura sur notre organisation du quotidien. Ne pas la minimiser, mais ne pas l'extrapoler non plus. Essayer d'être au plus proche du réel. Ça, c'est responsable. Être à l'heure, par exemple. Être à l'heure, ça commence par être prêt en avance. Et ça implique peut-être de supprimer des choses inutiles qui volent notre temps au moment voulu. Par exemple, préparer ses affaires la veille plutôt que le matin. Se laisser une marge de sécurité en partant, etc., etc. Vous voyez, ce n'est pas juste être à l'heure. Ça implique d'autres choses. Répondre à ces messages en temps voulu ne signifie pas dans la seconde. Ça signifie répondre à son message quand votre esprit sera disposé à le faire dans les prochaines heures. Si vous êtes concentré sur quelque chose alors que vous recevez un message, est-ce que votre concentration mérite vraiment d'être sacrifiée ? C'est précieux la concentration, hein ? Quoi d'autre ? En fait, l'exactitude, c'est la capacité d'une personne à être précise et correcte dans ses actions, ses paroles ou ses pensées. C'est la précision dans quoi ? C'est la précision dans la communication, ça veut dire utiliser les bons mots, les bonnes expressions ou le bon ton pour transmettre clairement et correctement une idée ou une information. C'est la précision dans les actions, donc c'est effectuer des tâches avec soin et faire attention aux détails pour éviter les erreurs. Si vous êtes chirurgien ou ingénieur, ceci va vous parler. Mais pour les autres, typiquement comme moi, il faut travailler dessus. Il y a quoi encore comme précision ? Il y a la précision dans la pensée, être capable de raisonner de manière logique et cohérente, en tenant compte de tous les détails pertinents pour arriver à des conclusions correctes. Vous voyez ? Et l'exactitude aussi, c'est la fiabilité. Être digne de confiance dans la réalisation de tâches ou quand vous fournissez une information. Ce qui implique une cohérence dans l'exactitude au fil du temps. Vous voyez, c'est vraiment une cohérence dans le temps, c'est vraiment de la confiance, de la fiabilité. Ça, la fiabilité, c'est une belle facette de l'exactitude, surtout dans l'élégance. L'exactitude n'arrive pas en claquant des doigts, c'est un travail du quotidien, mais une fois de plus, le jeu en vaut la chandelle. C'est tellement satisfaisant d'être minutieux, de tomber pile là où il faut. Malheureusement, tout ce que je dis là est très séduisant, mais je vous incite vraiment à le prendre de la bonne manière pour ne pas tomber dans l'excès. Jamais. L'excès d'exactitude, c'est de la maniaquerie, et quelqu'un d'élégant n'est pas maniaque, il est souple, agile et cohérent. Donc ne vous laissez pas séduire inutilement et de façon grossière par ce que je vous dis. Soyez plus malin que ça, soyez plus agile. Quelqu'un d'élégant est agile, il est souple. Donc souple, agile et cohérent, ce sont des termes qui devraient vraiment plus définir l'exactitude dans l'élégance. Pour y arriver, je vous propose de nous attarder sur un concept psychologique qui a levé pas mal de voiles chez moi et qui s'appelle le focus régulateur, qui est un nom bien trop barbare pour ce qu'il est en réalité. En fait, ça s'applique à 2 profils de personnes, et vous faites partie de l'un d'eux. Quand vous comprenez ça, vous pouvez vous faciliter la vie sur plusieurs choses. Et ce profil est enraciné dans les différences individuelles et stables dont nous sommes faits. Donc on peut s'y fier largement. Vous voyez, nous faisons partie de l'un ou de l'autre, c'est sûr. Alors, pour arriver à un objectif,
vous allez naturellement passer par des moyens, forcément. La nature des moyens que vous allez mettre en place dépend de votre profil. Vous et votre voisin pouvez avoir exactement le même objectif. Si vous n'êtes pas du même profil, ce que vous allez mettre en place pour y arriver sera différent. Et vous allez comprendre aussi ici pourquoi certaines méthodes fonctionnent particulièrement bien chez les uns et pas du tout chez les autres. Typiquement les programmes de sport, la nutrition, les process de travail en entreprise, les méthodes de motivation des managers sur leurs équipes, votre façon d'apprendre une nouvelle compétence, la mise en place de nouvelles habitudes, etc. etc. Vous voyez ? Donc ce concept du focus régulateur, dans ce concept, il y a deux profils et c'est les personnes orientées vers la promotion et les personnes orientées vers la prévention. Je vous arrête tout de suite dans votre réflexion sur le concept de douleur-plaisir. Si vous êtes amateur de développement personnel, ce n'est pas tout à fait ça. Certains vont réguler leur comportement de façon à réussir. D'autres vont réguler leur comportement de façon à éviter de rater. Et réussir et éviter de rater sont deux choses différentes. Ce sont deux choses très différentes. En fait, je vais vous illustrer ça simplement avec des étudiants. Vous allez voir, c'est très simple. Les premiers sont par exemple susceptibles de faire des lectures supplémentaires pour avoir plus. Ceux qui vont orienter leur comportement de façon à réussir, ils vont faire en sorte d'avoir plus. Donc eux font des lectures supplémentaires pour leurs examens. Alors que les seconds, ceux qui vont réguler leur comportement de façon à éviter de rater, eux, ils sont susceptibles de s'assurer de maîtriser chaque virgule de la matière pour éviter de rater, pour éviter d'avoir moins. Vous comprenez ? Les standards qui guident les personnes orientées vers la promotion correspondent avant tout à des idéaux. Donc en fait, il est question ici de maximiser les gains. Vous comprenez ? Pour les autres, pour les personnes orientées vers la prévention, il s'agit au contraire de devoirs, d'impératifs. Le but est d'éviter des situations indésirables, de minimiser les pertes. Vous voyez ? Donc ici, je parle de standards. Un standard, c'est un niveau minimal de qualité. On a tous des standards dans notre vie pour tous les domaines de notre vie. Donc un standard, si c'est un niveau minimal de qualité, c'est le seuil de tolérance en dessous duquel on ne supporte plus les choses. Et donc, quoi que vous fassiez au quotidien, vous vous référez à ces standards. En dessous d'un certain seuil de tolérance, vous ne supportez plus. Donc, vous faites en sorte de réguler votre comportement pour retourner à ces standards. Vous comprenez ? Et comprendre ça, ça nous élève, vraiment. Ici, il n'y a pas de bon et de mauvais profil. L'un n'est pas meilleur que l'autre. C'est juste qu'en comprenant à quel profil on appartient, on met désormais en place des actions cohérentes avec qui nous sommes. Et on ne fait plus les choses au hasard. On ne se dit plus, tiens, ça c'est pas pour moi, ça, nanana. Non, pas du tout. Et le pire dans ce sens-là, c'est que quand on est convaincu que quelque chose marche pour nous parce que ça a marché pour nous, on essaye de l'imposer aux autres en se disant, mais si ça marche, c'est sûr, regarde-moi, ça a marché, machin. Mais la personne, elle est différente. Peut-être qu'elle fait partie du même profil que nous, peut-être pas. Et c'est pour ça que c'est pour ça qu'il faut qu'on le comprenne, parce que nous, les humains, on est comme ça, on a tendance à penser, quand on n'apprend pas, on a tendance à penser que tout le monde pense comme nous. Hein. C'est comme ça. Mais quand on comprend ce processus, on se dit, ah oui, il y a d'autres personnes, effectivement, qui ne sont pas comme nous, et c'est pour ça qu'elles font les choses radicalement différemment de nous. Vous voyez ? Donc, on va illustrer ça, parce que là, peut-être que ça paraît un peu brouillon, mais on va expliquer ça. Pour l'exactitude, par exemple, pour découvrir à quel profil vous appartenez, ressentez simplement ce qui vous paraît le plus juste dans ce que je vais vous dire. Ressentez-le. Par exemple, pour une personne qui a un focus régulateur axé sur la promotion, ces personnes-là, elles vont visualiser les succès. Elles vont imaginer les bénéfices et les accomplissements qui découlent du fait d'être à l'heure, par exemple. Elles vont utiliser des récompenses. Elles vont se promettre une récompense pour chaque fois qu'ils arrivent à l'heure. Ils vont optimiser leur temps. Ils vont voir le respect des horaires comme une opportunité de maximiser leur temps et d'accomplir plus de tâches. Vous voyez ? Les personnes qui ont un focus régulateur axé sur la prévention, pour ce qui est toujours d'arriver à l'heure, par exemple, elles vont établir des routines. Elles vont créer des habitudes et des routines pour minimiser les risques de retard.
Elles vont prévoir des marges de sécurité. Elles vont partir plus tôt que nécessaire pour éviter les imprévus qui pourraient causer du retard. Elles pourraient aussi identifier les obstacles potentiels. Elles vont anticiper ce qui pourrait mal tourner et planifier comment l'éviter. Vous voyez ? Ou alors, elles vont aussi éviter les risques tout simplement. Elles vont par exemple préférer des itinéraires ou des méthodes éprouvées, des méthodes ou des itinéraires qu'elles connaissent pour se rendre à destination. Même si ce ne sont pas les itinéraires les plus rapides. Mais au moins, elles le connaissent, donc elles pourront les anticiper. Est-ce que vous saisissez la différence, la nuance entre les deux ? Donc là, on est en train de décomposer notre manière de faire les choses pour mieux la comprendre, ni plus ni moins. C'est des questions, en fait, normalement, qu'on ne se pose pas, ça. Ça, on se pose la question aujourd'hui pour comprendre un peu plus qui on est. Mais ça se fait tout naturellement. Alors, en tant que personne élégante, j'aimerais que nous formions dans notre tête une image agréable de l'exactitude et non une image rigide. J'aimerais que notre exactitude soit vraiment agréable. Premièrement, qu'elle soit agréable à pratiquer, mais aussi qu'on ait de la tolérance pour les autres. Je m'explique. Vous n'êtes pas sans savoir que quand quelqu'un s'améliore dans un domaine, il peut parfois devenir intolérant sur le manque de capacité des autres dans ce domaine. Bon. Donc déjà, ne soyons pas intolérants de l'inexactitude des autres, sauf quand ça met en péril votre mission, évidemment. Mais sinon, en règle générale, ne soyons pas intolérants, au contraire. Maintenant, comprenez que cette exactitude élégante dont je parle n'est valable que pour nous, les Occidentaux. Dans d'autres cultures, il n'y a pas toujours la même définition de l'exactitude et c'est normal. Il ne faut pas en souffrir. L'exactitude dont je parle est celle qui nous fait du bien à nous. Les autres, c'est une autre paire de manches. L'exemple le plus extrême qui me vient en tête, c'est l'Afrique. L'Afrique. Dans certains endroits en Afrique, ils n'ont pas le même rapport au temps ni aux engagements que nous. C'est comme ça. Donnez un rendez-vous précis à un Sénégalais au Sénégal et vous allez comprendre. Il n'y a pas de jugement ici, juste un appel à une plus grande tolérance. Déjà que dans notre propre culture, on a des différences de définition de l'exactitude, alors entre cultures, je ne vous raconte pas. Je ne vous raconte vraiment pas. Je vous parle de l'Afrique parce que je connais, j'y suis allée et j'en ai longuement parlé avec mon mari qui, lui, a travaillé 6 mois par an là-bas sur plusieurs années. Donc, il connaît, il sait. Prenez des engagements professionnels avec eux, sur place, vous allez voir. Vous allez sentir la différence de définition de l'exactitude tout de suite, sans aucun problème. Par contre aussi, quand on est allé au Japon, c'est l'extrême inverse. Par exemple... Nous avions rendez-vous avec un ami japonais au restaurant et nous nous étions donné rendez-vous à un coin de rue, à une heure précise. On est arrivé, je crois, 3 ou 4 minutes en retard. Franchement, sincèrement, ça relevait de ça. Eh bien, notre copain était au bord de la syncope. Et je vous assure que c'est vrai. Je vous assure. On tire énormément de conclusions de tout ça, des voyages, etc. Les voyages sont de très bons formateurs parce qu'on se confronte à des chocs extrêmes de culture et ça nous fait voir la vérité très clairement et très rapidement. En fait, on se confronte chaque jour à des mini-chocs de culture. Culture de classe sociale, culture d'entreprise, culture familiale, etc. Mais comme ils sont plus ou moins imperceptibles, comme elles sont plus ou moins imperceptibles, ces différences, on ne cherche pas à comprendre et on s'offusque rapidement. En disant, bah oui, mais pourquoi il est comme ça, gna gna. Bon, moi j'ai raison, toi t'as tort. Mais la réalité, c'est que moi j'ai raison dans ma culture et que toi t'as raison dans la tienne. Principe numéro 1 de la tolérance et principe numéro 2 de la tolérance, ce n'est pas à la culture de s'adapter à notre petit être. C'est à notre petit être de s'adapter à la culture, tout en étant riche de sa propre culture. On peut en parler des heures, mais ce n'est pas le sujet de cette émission. Moralité, si vous allez travailler au Sénégal, adaptez-vous aux principes sénégalais. Si vous allez travailler au Japon, adaptez-vous aux principes japonais. Observez, apprenez, mais n'imposez jamais. Sinon, vous souffrirez. C'est comme ça. C'est la vie. Donc, l'exactitude, mes bons amis, c'est à vous de la bâtir et à vous de l'appliquer pour votre propre chemin et votre propre excellence. L'excellence des autres ne vous concerne pas à la base. Mais alors, comment être exact tout le temps ? Vous savez, une des règles de l'univers ici, sur Terre, c'est l'impermanence. L'impermanence est un fait, est un fait. Tout change, tout se transforme. Quoi qu'il arrive, les choses vont changer.
Rien n'est éternel, notre monde est fait comme ça. Embrasser l'impermanence permet d'évoluer positivement. Nous ne devons pas être exacts dans les choses que l'on fait parce que les choses changent en fait. Nous ne devons pas, nous ne devons pas être exacts sur le fait en fait. Nous devons être exacts dans la manière dont on fait les choses et pas dans les choses. Vous voyez, dans la manière dont nous les faisons. Également, nous devons tendre vers l'exactitude. Nous ne pourrons jamais l'être parfaitement. Mais nous ne pourrons jamais l'être parfaitement tout le temps, de fait, parce que nous vivons dans un monde impermanent. Donc, nous ne pouvons pas être prêts à toutes les choses tout le temps. Et être prêt, finalement, c'est plus un état d'esprit qu'un état d'être. Vous voyez ? Être prêt, c'est dans la tête que ça se passe. Imaginez-vous être prêt à l'impermanence. Ce n'est pas magnifique, être prêt à l'impermanence. On rejoint le concept de confiance en soi dont nous parlions la dernière fois. Être prêt à l'impermanence, c'est être sûr qu'on pourra agir efficacement dans n'importe quelle situation. Et ce n'est pas être sûr de la façon dont la situation va se dérouler, c'est être sûr qu'on pourra agir efficacement dans n'importe quelle situation, quelle qu'elle soit. C'est de la confiance en soi, c'est de la confiance en ses capacités, en son potentiel. Eh bien, l'exactitude, c'est pareil. On peut être exact dans notre manière de faire les choses, quoi qu'il se passe. C'est un état d'esprit, c'est un cheminement. Et soit dit en passant, c'est le cheminement vers l'excellence. Être excellent, c'est comprendre l'exactitude. Ça me fait penser à quelque chose. En ce moment, ma petite sœur fait un stage dans un très bon restaurant de France. Donc je l'ai au téléphone, elle me raconte comment ça se passe. Et elle me parle de la formation des employés. Elle me parle de la gratitude qu'elle éprouve envers les responsables et directeurs du restaurant qui lui apprennent le vrai sens des choses. Elle éprouve une grande satisfaction pour ça parce que c'est des choses qu'elle va garder toute sa vie et dans tout ce qu'elle va faire. Et ça, je trouve que c'est merveilleux. De toute façon, l'hôtellerie, c'est un métier merveilleux. Pour moi, c'est l'un des plus beaux métiers du monde et ce sera toujours mon premier métier. Je l'aime d'amour parce qu'on y apprend la vie. On y apprend l'excellence, le travail, la persévérance, l'élégance. On y apprend les autres, on sort de sa zone de confort tout le temps. Il y a autant de techniques que de créativité, c'est un art, l'hôtellerie. C'est l'art de l'élégance, du rapport à autrui, de l'épicurisme, de toutes les bonnes choses de la vie en fait. Bref, tout ça pour dire que tout va changer au cours de votre vie, de toute façon. C'est comme ça. Et on a beau dire que c'est une bonne chose, nous humains, on a beaucoup de mal avec ça, avec l'instabilité. Ça nous fait souffrir, quoi qu'on en dise, ça nous fait peur. Pour les plus entreprenants d'entre nous, on se force à sortir de notre zone de confort. On sait que c'est pour notre bien, pas de problème, donc on prend sur nous. Mais l'inconfort est bien là, ce n'est pas agréable. Et une majestueuse façon de pallier cette peur, cet inconfort, c'est d'embrasser l'impermanence de notre excellence, de notre exactitude, de cette chose que nous pouvons rendre stable, une des seules, notre exactitude. Tout change de toute façon, alors autant que ce soit pour le meilleur, tant qu'à faire. Pour casser les dernières ambiguïtés qu'il pourrait y avoir sur ce sujet, je vais vous parler de musique. Parce que je pratique la musique et je suis chanteuse et je peux me permettre d'en parler. Qu'est-ce que l'exactitude dans la musique ? Je trouve que c'est une très belle métaphore. Puisqu'une belle et vraie musique, une musique ou une chanson qui résonne avec votre âme et qui vous touche, c'est une musique vraie, authentique. Et quand je dis ça, je ne parle pas d'instruments réels en bois versus un ordinateur, c'est pas ça. C'est une musique authentique et vraie, c'est la petite note qui, placée à cet endroit-là, va vous toucher en plein cœur. C'est la voix du chanteur qui va faire une vibes et qui va donner tout son sens à la musique. C'est la façon dont la batterie va s'amuser avec les temps et les rythmes. C'est cet ensemble complètement cohérent qui donnera à la musique ou à la chanson une excellence délicieuse, cette magie. Ce n'est pas le fait que le batteur respecte exactement tous les temps de façon rigoureuse, voyez ? Ce n'est pas ça. Ce n'est pas forcément ça. Ce n'est pas un chanteur rigide sur les temps et parfaitement juste tout le temps. Ce n'est pas des notes parfaitement et scolairement alignées. Sinon, autant demander à l'intelligence artificielle de faire cette musique. Vous voyez ? C'est pas ça. Ce n'est pas de cette exactitude dont je parle. Je prends l'exemple de la musique parce que l'art se prête parfaitement à mon propos. Puisque dans l'art, il n'y a pas de règles. Il y a beaucoup de techniques,
mais pas de règles. L'exactitude dans l'élégance dont je parle, c'est bien celle-là. C'est connaître la technique pour établir ensuite ses propres règles. Des règles qui correspondent exactement à notre personnalité, à notre singularité, à notre excellence, à notre potentiel déployé dans toute sa splendeur. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ça, l'exactitude. Et c'est magnifique. Et lâchons prise encore un peu plus. On parle depuis tout à l'heure de faire des choses, faire. Mais comme dans tout bon système qui se respecte, il y a l'autre face de cela, l'autre versant du faire. Il y a aussi le non-faire. Ça, je crois, il me semble que c'est les bouddhistes qui l'ont compris en premier. Qui l'ont compris, ou en tout cas qui l'ont exprimé en premier. Chez eux, l'action de la non-action est une qualité d'être, une qualité de présence. On peut aussi l'appeler le rayonnement de quelqu'un. Être une présence de paix et d'apaisement, par exemple. Rayonner le bonheur, la joie. De l'action, de la non-action. Faire le non-faire, vous voyez ? Donc en fait, de l'action, de la non-action découle la qualité de nos actes. Alors soyons à l'aise dans le non-faire. L'action du non-faire doit être aussi qualitative que le faire. Tout ça, ça fait partie d'un même système, vous comprenez ? Être à l'aise dans l'élégance, être à l'aise avec soi-même, passe par être à l'aise dans le non-faire. Ne pas culpabiliser de s'asseoir et de ne rien faire. Déjà, on en a besoin, et en plus, ça fait tout autant partie de notre vie, de notre journée, que de faire les choses. Faire nourrit le non-faire et inversement. C'est très philosophique, mais si j'arrive à me faire comprendre, ça peut changer des vies, je pense. Enfin, je sais pas si je vais changer des vies, mais en tout cas, faire un peu de bien, ce serait déjà magnifique. Et donc, pour aller encore plus loin dans la réflexion, parlons aussi de la prise de décision. Parce que tout ça, ça va ensemble. Parce que quelqu'un d'élégant est quelqu'un qui sait où il va. Et aller quelque part, c'est prendre des décisions importantes. Alors, comment prendre des décisions importantes sainement ? Comment comprendre ce qu'il faut faire ou ne pas faire dans notre démarche vers l'exactitude ? Dans la prise de décision, il y a deux choses. Il y a vous-même et le reste du monde, en gros. Il y a vous et les autres. Il y a ceux qui vous donnent leur avis sans que vous leur ayez demandé. C'est une chose. L'intérêt à y consacrer sur une échelle de 1 à 10, je dirais 1,5, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une bonne idée, mais attention à ceux qui donnent leur avis comme ça. C'est en général un bon critère pour ne pas s'y fier. Ensuite, il y a ceux à qui vous demandez conseil. Là, c'est autre chose. C'est vous qui faites la démarche. Donc, toujours sur une échelle de 1 à 10, vous pouvez y consacrer, je dirais, 6 points d'intérêt. Pourquoi si peu ? Eh bien, parce que cette personne, aussi brillante soit-elle, n'est pas dans vos bottes. Même si vous lui avez exposé la situation en détail, vous ne pourrez jamais expliquer le contexte total. Il y a trop de facteurs. Et de toute façon, ça se sent quand la personne a un vrai conseil pertinent. Et pourquoi 6 sur 10 aussi ? Parce que c'est vous le responsable de votre décision. En fait, n'importe quelle décision que vous prendrez, ce ne sera pas de la responsabilité de votre conseilleur, ce sera la vôtre, quoi qu'il en soit. En France, on dit « conseilleur n'est pas payeur ». Mais c'est vrai. Sans vouloir vous faire peur, la pression, c'est sur vos épaules qu'elle est. C'est pas sur les siennes. Donc pensez-y. Et ensuite, il y a donc vous. Intérêt à consacrer à votre avis, 10 sur 10, évidemment. Vous n'allez pas prendre les meilleures décisions à tous les coups, c'est comme ça, mais en tout cas, vous ferez du meilleur que vous pouvez, sans aucun doute. Alors, comment évaluer une décision à prendre ? Parce que finalement, c'est ça qui nous intéresse. Je ne peux pas vous dire quoi faire dans une situation précise, parce que précisément, elle est précise et elle a son propre contexte et ses propres enjeux. En revanche, je peux vous éclairer sur le socle de cette prise de décision. Et pour ce faire, Bill Clinton nous offre une métaphore tout à fait parlante sur la base d'une prise de décision. Et je pense qu'on peut s'y fier, Monsieur Clinton ayant, si je m'abuse, dû prendre un bon nombre de décisions importantes dans sa vie. Donc sa métaphore est la suivante. Devant une décision à prendre, la situation s'apparente-t-elle plutôt à une carie ? Oui, une carie. Ou une écorchure au genou ? Je m'explique. Une carie, si on ne fait rien, ça s'empire, ça s'infecte. Une écorchure au genou, si on ne fait rien
et qu'on a un minimum d'hygiène, bien entendu, il suffit juste d'un peu de patience pour qu'elle guérisse toute seule. Eh bien, face à une décision importante, avant même qu'il y ait un choix d'action à faire, il y a d'abord le choix d'agir ou de ne pas agir. Dans un conflit relationnel, par exemple, parfois, il vaut vraiment mieux ne pas agir tout de suite. Parfois, si. La vraie question, c'est est-ce que j'agis maintenant ou pas ? Et pour comprendre de quelle nature est votre situation, la fameuse question à se poser est la suivante. Qu'est-ce qui pourrait arriver de pire dans cette situation ? Et là, logiquement, tout va s'éclairer. Mettez-vous dans cette situation où ce serait la pire version de cette situation selon vous. Au lieu d'en avoir peur, immergez-vous dedans et laissez votre cerveau et votre esprit la résoudre pour vous. Faites confiance et regardez la magie opérer. Je vais comparer ça à une chose toute bête. Quand vous n'avez quasiment plus rien dans le frigo et que vous n'avez vraiment pas envie de faire des courses, votre esprit regorge de créativité pour créer des plats avec ce qu'il reste. Et bien là, c'est pareil. En vous immergeant dans la pire des situations, votre esprit va vous trouver une solution clé en main et vous allez lâcher prise sur la décision et c'est à ce moment précis que vous prendrez la meilleure décision possible. C'est pour ça aussi qu'en négociation, par exemple, on parle d'alternatives. Avoir des alternatives vous détend et vous rend l'intégrité nécessaire à votre prise de décision. Eh bien, en vous immergeant dans la pire situation et en laissant votre esprit créer une solution, vous vous créez une alternative. Et la plupart du temps, pas besoin de réfléchir, juste mettez-vous dans ce contexte, ça suffit. L'esprit humain est divin, vous dis-je. Faites-lui confiance. Vous allez voir, vous allez faire des merveilles. Eh bien, ma foi, nous arrivons à la fin de cette joyeuse émission. Quelle heure est-il ? Vais-je bientôt retrouver l'homme de ma vie autour d'un bon repas ? Oui, tout à fait, il est 11h49. Merci à vous de m'avoir détendu et surtout d'avoir passé ce moment avec moi. Pas d'équation aujourd'hui, ça change un peu ma foi, ce n'est pas plus mal. Nous avons parlé de beaucoup de choses à laisser infuser dans notre cheminement vers l'élégance. Nous avons parlé d'exactitude, de prise de décision, d'être à l'aise dans le faire comme dans le non-faire. Nous avons parlé d'impermanence et de confiance en cela. Nous avons parlé d'excellence, de souplesse, d'agilité et d'une politesse spontanée qui sait se faire oublier. J'espère sincèrement avoir contribué à votre bonheur aujourd'hui et je vous remercie chaleureusement pour votre écoute. Et retrouvons-nous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. À bientôt!